Un engin explosif improvisé a fait détonation dans un village où les parents des victimes étaient réunis pour les funérailles. Pour l'instant, le bilan de l'explosion n'est pas encore connu. Le président du parti Appel citoyen pour la réussite de la transition, ACRT, Fassokaoulé Issa Kaoudim, a annoncé sa démission de la coalition des partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 et promet à nouveau de soutenir la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. L'utilisation du téléphone portable en temps de pluie, c'est le sujet de société auquel nos reporters se sont intéressés. Cette pratique est très répandue, a d'énormes conséquences sur nos vies. Un reportage à suivre au cours de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2024, le Comité technique national sur la déclaration de la sécurité dans les écoles du Mali et du Burkina Faso a organisé un atelier de partage d'expériences sur la sécurité des écoles. Cet atelier se tient du 23 au 24 juillet 2024 dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine, Mantala Ouattara. Cet atelier de partage d'expériences sur la sécurité des écoles a pour but de partager les bonnes pratiques pour prévenir et atténuer l'impact des attaques contre l'éducation grâce au travail des comités techniques nationaux et locaux et à leur plan d'action. Il a été également organisé pour encourager le renforcement de la coopération, le partage d'expériences et le soutien technique mutuel entre les comités techniques nationaux du Mali et du Burkina Faso. Les statistiques indiquent que environ 1 700 000 enfants sont impactés par la crise et n'accèdent pas à l'école au Mali, avec environ 1700 écoles fermées. Personne ne peut apprendre quand il a peur, personne ne peut enseigner quand il a peur. Il faut donc travailler à faire de nos écoles un environnement sûr où enfants, parents, enseignants, encadreurs ont la quiétude quant à un avenir meilleur, ont la certitude quant à un avenir meilleur. Cela est possible si, encore une fois, nous nous donnons la main pour mutualiser nos efforts, nos énergies, nos stratégies. C'est pourquoi nous saluons la volonté de nos frères du Burkina de venir s'inspirer de ce qui se passe au Mali en matière de déclaration sur la sécurité dans les écoles. Cet atelier est une occasion pour le comité du Burkina Faso de s'imprégner des expériences du Mali en matière de la mise en œuvre de la déclaration et de ses lignes directrices. Au Burkina Faso, des milliers d'écoles restent fermées à cause de l'insécurité. À travers cette rencontre, ces défis seront soulignés et discutés afin de garantir l'accès à une éducation sûre et de qualité. Nous sommes venus dans la République du Mali pour nous inspirer de l'expérience malienne, parce qu'il faut le dire, le Burkina a connu la crise sécuritaire à partir de 2015, mais le Mali l'a connue bien avant nous. Et donc, obligatoirement, le Mali a subi, et au moment où nous ne pensions même pas que ça allait encore arriver sur notre territoire. Donc forcément, il y a de l'expérience vécue et plus ancienne que le Burkina Faso. Donc il était de bon temps que nous puissions, une fois confrontés à ces difficultés, venir voir comment le Mali a pu, dans cette crise-là, surmonter les difficultés et comment résister à la panique et relever les défis. Au dernier mois, on était à 1100 et quelques écoles encore fermées. Le présent atelier a vu le jour grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment Save the Children, la coopération espagnole et l'aide humanitaire de l'Union européenne. Insécurité, le cercle de Bangasse vit des moments très difficiles. Après une attaque très violente d'une cérémonie de mariage il y a quelques semaines, c'est lors des funérailles que des victimes ont été ciblées par des terroristes. Explication, Adam Tangra. À Bangasse, une vingtaine de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées suite à l'attaque dans la commune de Dembo à Dibal ce dimanche 21 juillet 2024.
L'attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés aux environs de 16 heures dans les champs. Ce lundi matin, un engin explosif improvisé a fait détonation dans le village où les parents des victimes étaient réunis pour les funérailles. Le bilan de l'explosion n'est pas encore connu. Comme si cela ne suffisait pas, des vols ont été également commis ce week-end dans le cercle. Il s'agit notamment des bétails du village de Sogoudurkoum. Précédemment, le vendredi 19 juillet 2024, 2 personnes ont été tuées dans la brousse de Dégué-Sagou, dans la commune de Djalassagou. Malheureusement, les cérémonies sociales sont devenues les cibles privilégiées des combattants terroristes. Le 4 juillet dernier, des assaillants sont entrés à moto dans le village de Djigibombo, dans la ville de Badiangara, alors que les habitants célébraient un mariage. Ils ont tué au moins 21 personnes et dont certaines très atrocement. Face à cette recrudescence de l'insécurité, la population sollicite l'aide des autorités. Je vous le disais dans le titre, le président du parti appelle citoyens pour la réussite de la transition. ACRT, Faso Kawele, Issa Kaoudjim annonce sa démission de la coalition des partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 et promet à nouveau de soutenir la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. L'annonce a été faite ce lundi 22 juillet 2024 dans une interview accordée à nos confrères de l'Énergie FM. Maimouna Ouedraogo pour le détail. Selon lui, ce départ de la coalition des partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 est motivé par les récentes décisions prises par la coalition sans concertation au préalable. Il estime qu'il n'a pas été associé aux dernières décisions prises par la plateforme, notamment Zécite. En lieu et place de la libération subséquente des 11 leaders politiques, les partis signataires ont été surprises d'une invitation précipitée de l'EJ à une réunion de reprise des activités, déplore la coalition dans un communiqué il y a quelques jours. Toutefois, la coalition précise que les partis et associations politiques signataires, par devoir républicain, ont tenu à répondre présentes à cette première rencontre pour présenter leurs décisions de boycott des activités du cadre de concertation politique aux organisations politiques sœurs et à l'EJ afin qu'elles s'impliquent davantage dans la libération de leurs 11 camarades. En espérant que les soucis de l'apaisement du climat politique et social habitent les autorités en place, les partis signataires les encouragent à l'abandon pur et simple des poursuites contre nos camarades politiques représentant des grandes formations politiques sans la participation desquelles ces types d'exercices démocratiques ne seraient pas suffisamment inclusifs, plaide la coalition. Pour les partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024, seul un retour apaisé et crédible à l'ordre constitutionnel normal permettra de relever les grands défis auxquels notre patrie commune est confrontée. Fin de citation. Toutefois, Issa Kaoudjim a réaffirmé sa volonté de soutenir la candidature du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'élection présidentielle. Une position qui est en contradiction avec celle de la coalition qui exige un retour à l'ordre constitutionnel sans les acteurs de la transition. Notons que la coalition des partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 compte plus de 80 partis politiques et associations de la société civile. Après les autorités et légitimités traditionnelles, confessions religieuses et communicateurs traditionnels, les organisations de femmes, des jeunes, de la société civile et les personnes vivant avec un handicap, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, conformément à son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives de la nation. La troisième rencontre s'est tenue ce mardi matin avec les partis politiques. Il convient de rappeler que l'une des principales résolutions du dialogue intermalien a porté sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Sur place, certains partis politiques ont salué l'initiative et d'autres ont demandé la libération de leurs camarades détenus. La rencontre se déroule au Centre international de conférence de Bamako, CICB, jusqu'au jeudi 25 juillet 2024. Les propos sont recueillis ici par Amadou Dira et Zakaria Oumar Keita.
Là, ce matin, sur l'invitation du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Ablay Maïga, la commission de rédaction de l'avant-projet pour la charte de transition nationale a organisé une rencontre avec les partis politiques. Les différents points énumérés sont les suivants. Le président de la commission a parlé du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Il a parlé également de l'élaboration de la charte nationale. Il a parlé de la vocation des partis politiques, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir. Donc voilà un peu en résumé donc, ce que je peux ajouter. Oui, c'est une très bonne initiative. Nous, parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, nous félicitons la commission de rédaction de la charte nationale et de l'avant-projet pour la paix et la réconciliation nationale pour cette belle initiative. Monsieur le Président, nous, les partis politiques signataires de l'historique déclaration commune du 31 mars 2024, sommes les plus grands partisans de la paix et de la réconciliation nationale qui riment aujourd'hui avec la libération immédiate et sans condition des 11 responsables politiques kidnappés parce que pris sans aucun mandat du juge le jeudi 20 juin 2024 dans un domicile privé sous l'empire du décret liberticide ci-dessus cité est devenu désuet depuis le 10 juillet 2024. Je pense qu'avec l'avant-projet de charte, je pense que le Mali pourra retrouver la paix et la cohésion. Je pense qu'aujourd'hui, la mission principale des acteurs politiques doit être comment pouvons vraiment se donner la main afin que nous puissions travailler en synergie d'action pour un Mali meilleur. Cette jeunesse comme des journalistes, il faut le mettre dans les conditions parce qu'eux, là, ils contribuent beaucoup. Ils sont en train d'accompagner l'État. Parce que Azim, personne n'a rien à Azim. Azim est en train de faire tout ce qu'il peut pour amener les Maliens. Mais les Maliens, les premiers Maliens à amener, c'est les journalistes. Il faut dialoguer avec les gens qui sont pour la paix. Il y a certains déjà qui sont venus renoncer. Ils ont laissé les armes pour rejoindre l'armée malienne. Ça, je les félicite et je les encourage. Mais ce qu'on appelle soi-disant les terrorismes, là, ils ont un objectif. Leur objectif même, ce n'est même pas connu. Donc notre État doit continuer toujours à s'armer. On ne peut pas devenir une nation forte sans les hommes forts. Le travail de cette commission, elle est très utile parce qu'il faut écouter les gens. Et ça va leur donner des idées, des opinions. Et je les demanderai d'être encore plus pointus. Parce que les questionnaires qui sont administrés, il faudra bien que ces questionnaires soient suffisamment utilisés. C'est un questionnaire qui devrait être dirigé, mais on a donné en salle. Et c'est bon d'avoir l'approche pour que les réponses qui vont donner par rapport à ces questionnaires soient vraiment profitables pour la nation. En tant que républicains, en tant que parti soutien aux actions du gouvernement, nous ne pouvons que soutenir de telles initiatives qui visent, comme je l'ai dit, à réunir l'ensemble des filles et fils de ces pays autour du Mali. Affirmative parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Maliens de tous bords, nous n'avons que le Mali. Tout ce qui nous permet quand même d'être ensemble, nous soutenons ça. Si la transition a souci vraiment de rassembler les Maliens, de faire en sorte que les Maliens aient à rentrer par la même porte, je pense que nous allons accepter, nous allons accompagner. Il y a des hommes politiques qui sont incarcérés, d'autres étaient aussi, il y a d'autres qui sont en exil. Moi je pense qu'il faut une loi d'amnistie pour qu'on puisse retrouver la concorde, que ceux qui sont poursuivis pour des questions politiques puissent recouvrer leur liberté, et ceux qui sont en exil, qui n'ont pas d'autres casseroles, ne serait-ce que des questions politiques, puissent revenir, qu'ils soient politiques ou pas. Et je pense que cela renforcera la légitimité et le leadership du président de transition, et cela donnera aussi une légitimité à ce document. Pour nous, c'est cette démarche-là qu'il faut faire plaidoyer et espérer que cela sera pris en compte, parce que les Maliens ont besoin de paix et de réconciliation, mais on fait la paix avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. On ne fait pas la paix avec vos partisans. Autre titre de ce journal, l'utilisation du téléphone portable en temps de pluie, c'est le sujet auquel nos reporters se sont intéressés dans ce journal.
Devons-nous manipuler les téléphones sous la pluie? Cette action a-t-elle des conséquences sur notre santé ou même sur notre vie? Élément de réponse dans ce reportage signé Alamako Djabati Matala Ouattara. Il est notre compagnon de tous les jours et de tous les temps. Le téléphone, nous l'apportons partout où nous allons, dans les champs, les bureaux, les fêtes, bref, c'est devenu une partie de notre corps. Cet appareil, certains l'utilisent même en temps de pluie, chose dont les conséquences ont été largement expliquées par les spécialistes. Un jour, quand je quittais Ségou, un jeune homme était en train de manipuler son téléphone alors qu'il pleuvait. Il a été foudroyé sous nos yeux. Depuis lors, chaque fois qu'il pleut, je demande à tous ceux qui sont près de moi d'éteindre leur téléphone. S'ils refusent, je m'éloigne d'eux. La foudre a été la source du décès de ma propre sœur et son enfant lorsqu'elle était en train de vendre au marché. Ces jours-là, ils étaient au nombre de 5 personnes à perdre la vie à cause de la foudre. C'est possible que ça soit dû aux nombreux téléphones qui étaient dans ces marchés ou autre chose, je ne saurais l'affirmer. Malgré ces témoignages, certaines personnes restent sceptiques. Je manipule mon téléphone sous la pluie, surtout quand je suis dans ma chambre. Et personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un être foudroyé à cause de l'utilisation du téléphone en temps de pluie. Monsieur Guitei, quant à lui, a strictement banni l'utilisation du téléphone dans sa maison quand il pleut. Il appréhende les conséquences. J'ai peur. Chez moi, les téléphones, je les éteins. Même le miroir de l'armoire de ma femme, je le couvre avec un pain. Je connais les dangers de la foudre et du tonnerre. Face au danger, les prévisionnistes appellent tout le monde à la prudence. Les téléphones dans un endroit, ça attire beaucoup la foudre. Donc maintenant, imaginez-vous, ça c'est un premier obstacle. Quand vous communiquez lors du passage d'un orage, donc vous allez voir que ça peut être, il y a l'interférence du fait que le téléphone est allumé déjà, c'est très mauvais. Voilà, donc ça constitue une source, une source de décharge. Donc du coup, ça peut atteindre la personne qui communique immédiatement sur le champ. Et ça peut même amener la perte de vie de la personne immédiatement. Voilà. Donc on a vu par le passé dans beaucoup de nos localités, même dans d'autres pays, le cas où les orages, les gens en communiquant, ils ont été victimes de la foudre. Voilà, parce que ça, d'une manière ou d'une autre, ça peut impacter. Ça peut même amener jusqu'à la perte de vie de la personne. La manipulation de tout appareil muni de cartes mères en temps de pluie peut provoquer des dégâts non seulement sur les appareils mais aussi sur les personnes. Alors faisons preuve de précaution avec nos téléphones pendant le laps de temps de pluie. En cette période de l'hivernage, la pluie, on en parle toujours. Une forte pluie s'est abattue ce lundi 22 juillet 2024 sur la ville de Bla, faisant des dégâts matériels. On parle de 20 maisons effondrées et de plus de 300 personnes touchées, selon l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Pour des raisons de constat, une grande opération d'évaluation est en cours par la protection civile de Bla, la police et le service du développement social. Nous ne déplorons aucune perte en vie humaine pour l'instant. La page sport de ce journal, championnat professionnel de football, formation des cadres. Débuté le samedi 20 juillet 2024, la session de formation sur le système de l'octroi de la licence professionnelle CAF, encore appelée CLOP, a pris fin ce dimanche 21 juillet 2024 à Bamako. La formation est organisée par la Fédération malienne de football en collaboration avec la CAF. Jelika Guindo pour les détails.
Durant 2 jours, les secrétaires généraux, les trésoriers et les directeurs sportifs des 14 clubs masculins de Ligue 1 Orange, en plus des 4 clubs du Caridas chez les dames, se sont familiarisés avec la réglementation édictée par la Confédération africaine de football ainsi que la plateforme digitale mise en place par l'instance dirigeante du football continental pour le besoin. Depuis hier matin jusqu'à cet après-midi, disons que nous avons reçu une formation que nous estimons de très grande qualité. Et à cette occasion, nous saluons vraiment l'initiative prise par la Fédération malienne de football pour pouvoir nous doter de connaissances adéquates pour vraiment faire face dans quelques mois à ce passage au professionnalisme. En plus des responsables locaux en charge de la licence, la formation a été encadrée par 2 experts dépêchés par la CAF. Il s'agit de M. Adama Gaï, instructeur des licences des clubs, et M. Magaï Sek, expert club. Dans ce cadre de cet atelier-là, nous avons plus mis l'action sur l'octroi des licences des clubs pour la licence nationale. L'enjeu de cet atelier-là a été effectivement, Monsieur le Président, de dire aux clubs que le professionnalisme est un but désormais. Et comme vous l'avez dit lors de la séance d'ouverture, le professionnalisme, ça se vit. Et ces clubs qui ont participé à cet atelier avec nous, je peux prendre l'engagement que ces clubs-là vont effectivement vivre ce professionnalisme. Nous, représentants de la CAF, nous ne saurons mesurer la gratitude de cette action que vous avez menée. Par la même occasion, je ne saurais me tenir ici, parler au nom de la CAF, parler au nom de mon collègue Magaï, sans pour autant remercier M. Madi, qui nous a accompagnés durant tout cet atelier. Le président de la commission ad hoc de la professionnalisation du football malien, le général Brahima Diabaté du comité exécutif de la FEMAFOOT, a exhorté les apprenants à faire bon usage des nouvelles connaissances acquises. Là, vous êtes les précurseurs que les clubs ont voulu envoyer pour prendre part à cette formation. La vitalité du passage au professionnalisme dépendra de comment vous allez transmettre ce que vous avez appris ici. En transmettant positivement ce qui s'est passé, ça permettra à vos clubs d'adhérer plus facilement. À noter que dans les jours à venir, l'engagement formel des clubs va commencer afin de délivrer les licences à ceux qui sont en règle pour la prochaine saison. Le tournoi interquartier organisé par la direction de la jeunesse et des sports avec l'accompagnement financier de l'UNICEF s'est tenu le samedi 20 juillet 2024 à Sikasso. L'objectif général de ce tournoi est de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes adolescents, mais aussi et surtout sensibiliser ces derniers sur les conséquences de la consommation des stupéfiants. Idrissa Diallo, notre correspondant depuis Sikasso, nous en parle. Sensibiliser, informer les jeunes adolescents sur les dangers de la consommation de la drogue et d'autres stupéfiants, tels sont entre autres les objectifs de cette première édition du tournoi de football interquartier initié par la direction régionale de la jeunesse et des sports de Sikasso et ses partenaires. L'une de nos missions les plus assignées est de pouvoir mieux orienter les jeunes et les adolescents. Et l'idée, c'était de mieux distraire les enfants, les adolescents, c'est vrai, mais c'était aussi de pouvoir lancer un message aux jeunes, de les sensibiliser par rapport à la consommation des stupéfiants. Les partenaires ainsi que les autorités locales se réjouissent de l'initiative. Il faudrait quand même qu'on donne l'information, la vraie information aux jeunes, comme quoi le sida continue d'être une réalité, et leur dire vraiment de se prévenir contre ce fléau aussi. L'autre chose aussi, ils ont mis l'accent sur les violences basées sur le genre. Quand on prend seulement l'espace scolaire, nous savons que le milieu scolaire est fait pour l'épanouissement de chaque enfant. Et de plus en plus, on se rend compte que vraiment, il y a certains enfants qui violentent d'autres. Donc c'est juste un créneau
pour rappeler les jeunes que l'espace scolaire aussi, ce n'est pas dédié à la violence, mais vraiment au vivre ensemble et à un apprentissage dans les meilleures conditions. Je commence par féliciter et remercier la direction régionale de la jeunesse et des sports et son partenaire l'UNICEF pour cette initiative que la commune urbaine tient à soutenir. Parce que c'est à l'endroit d'une couche vulnérable, une couche totalement exposée. Et nous pensons que c'est une opportunité pour les jeunes de se retrouver, de créer une solidarité et surtout de se mouvoir. En plus de créer la joie, la cohésion sociale entre les jeunes adolescents, il faut noter que cette première édition a été une véritable réussite. La finale, qui s'est jouée le week-end dernier, s'est soldée par le score de 2-0 en faveur de Bougou-la-Ville sur l'équipe de Sanobougou 2. Vivement la deuxième édition. Et oui, vivement la deuxième édition. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. La tortue est la plus sage car elle transporte sa maison. Proverbe africain, bonsoir.